Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 477 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine pour débriefer les matchs NFL. Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Lucas Vola est également avec nous. Bonjour Lucas. Salut messieurs, salut tout le monde. Lucas qui rejoint la team manche courte en hiver, si j'ai bien compris. Oui, bon, le chauffage existe, hein, donc ça va. Oui, c'est une manière de voir les choses. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Messieurs, le premier tour des playoffs est passé. Cette émission, d'abord, vous est présentée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers et accessoires des plus grandes marques, mais aussi des maillots NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. Le premier tour des playoffs, je vous l'ai dit, est donc passé. Les Cardinals et Cowboys se sont écrasés. Des cartons en pagaille dans les autres matchs. Les Bengals qui gagnent enfin en playoffs. Le débrief du premier tour, c'est parti. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Et on commence ces résumés des playoffs NFL avec le premier match de la conférence NFC, enfin un des matchs de la conférence NFC, entre les Cowboys et les 49ers. Cowboys 17, 49ers 23, la fin de match la plus ubuesque de la semaine et de loin. Les 49ers, incapables de gagner un first down pour tuer le match, rendent le ballon à Dallas, 39 secondes à jouer, 6 points de retard. Les Cowboys avancent parce que les Niners couvrent mal le bord du terrain, il reste 18 secondes, ils peuvent tenter une Ave Maria ou deux, mais McCarthy appelle une course du quarterback. Le chrono tourne, Dallas n'a même pas le temps de jouer une dernière action, game over, ils n'ont même pas lancé vers la end zone. Énorme déception pour Dallas, évidemment. Est-ce qu'on doit immédiatement regarder le coach Mike McCarthy, étant donné qu'en plus, vous avez largement prévenu ces dernières semaines sur « Attention, Mike McCarthy en playoff, attention, Mike McCarthy en playoff ». Je vais me permettre de me lancer, hein, mais c'est vrai que… Alors, je crois que ce n'est pas lui qui appelle le jeu, c'est son coordinateur offensif. Mais il le valide du coup. Voilà, parce que… Mais je préfère le dire avant pour bien mettre les choses au clair. Je crois qu'il n'appelle ni les jeux offensifs ni les jeux défensifs, mais ça reste le head coach, ça reste la personne qui valide, ça reste la personne qui donne la ligne directrice et ça reste la personne qui, s'il entend quelque chose qui ne lui va pas, il peut très clairement dire qu'il ne faut pas le faire. Et pour moi, comme tu le disais, on l'a dit, on l'a répété, attention, c'est peut-être la personne qui peut faire basculer ce match-là. Alors, Dallas ne fait pas un énorme match, mais il ne laisse pas la chance à son équipe de pouvoir essayer d'égaliser, de gagner. Il fait des erreurs de management dans ce match-là. Il y a aussi d'autres choses dont on peut parler, notamment ce fake punt qui ensuite, il laisse sa punting unit sur le terrain pour éventuellement faire tomber un time-out à San Francisco, mais qui s'avère être un désastre. Voilà, encore une fois, Mike McCarthy a fait du Mike McCarthy. Et quand il a son équipe qui n'est en plus pas forcément dans son meilleur jour, il laisse aucune chance à son équipe. Raphaël, je t'ai vu sourire quand j'ai évoqué le cas Mike McCarthy. Oui, non, mais ça m'a fait sourire effectivement parce que c'est des choses qu'on évoquait depuis pas mal de temps maintenant. Lucas a bien résumé la chose. Je rajouterais le défaut de pénalité, 13 ou 14 sur ce match de mémoire. Oui, pardon, j'allais te dire… ils en ont autant que ça, les Cowboys? Oui, 14, ouais, pardon. 14, oui, tu vois. Toute la saison, c'est l'équipe la plus pénalisée. Bon, alors bien sûr, c'est toujours compliqué. Le coach n'est pas 100% responsable des pénalités parce qu'il y a un moment, c'est pas lui sur le terrain qui fait un holding. Et si son joueur est dépassé qui fait un holding, on ne peut pas toujours reprocher au coach. Maintenant, il y a quand même, ça signifie toujours quelque chose quand tu es l'équipe la plus pénalisée. Lucas a parlé des problèmes de gestion du chrono. Bon, ça faisait beaucoup de choses.
Ça a fait que confirmer ce qu'on pensait de Mike McCarthy depuis un moment. Voilà, c'est pas un mauvais coach parce que les résultats globalement sont là, le niveau est plus ou moins là et c'est pas une équipe catastrophique qui se vautre pas dans les largeurs, mais c'est encore une fois décevant effectivement. Après, on parle du chrono, on parle de fin de match et tout ça. Il y a des punts sur les 2 premières offensives, ce qui est quand même pas anodin non plus. C'est-à-dire qu'on parle souvent de préparation des équipes, etc. On l'a vu, je crois, les 49ers avec un très bon premier drive. Il y a d'autres équipes comme ça. C'est scripté, quoi, le premier drive. Donc, c'est pareil, en playoff, d'arriver et bim, tomber dès les premiers drives, c'est aussi significatif de la préparation de l'équipe. Et puis, il faut revenir quand même sur cette dernière action et cette dernière phase un peu ubuesque et expliquer peut-être aux auditeurs qui n'ont pas toutes les nuances du règlement. Donc, l'arbitre se faufile un chemin dans la ligne offensive, ils perdent un peu de temps là-dessus et on a vu, oui, mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait? L'arbitre, il a un problème. Même Mike McCarthy disait qu'il n'y aurait pas dû avoir de problème, etc. Sauf que le règlement, c'est l'arbitre doit toucher le ballon pour qu'il soit remis en jeu. Et donc, c'est une faute des joueurs de ne pas donner le ballon à l'arbitre pour qu'il aille vite le remettre en place et de se mettre en place pour le gêner, etc. Et ça fait aussi partie de la préparation d'une équipe et du coaching. Je ne vais pas faire le sempiternel, ça ne serait pas arrivé avec Bill Belichick. Mais ça ne serait pas arrivé avec Bill Belichick, c'est clairement. Voilà. Et puis, comme tu dis, alors certes, il y a un peu de confusion, l'arbitre peut-être ne fait pas exactement ce qu'il faut, les joueurs ne font pas exactement. Après, ça aide pas l'arbitre de 60 ans qui court à 2 à l'heure. Hein. Non, bien sûr. Il va falloir mettre des arbitres un peu plus. Non, mais en fait, ils se mettent dans cette position où il peut y avoir un arbitre qui fait cette erreur-là. Si dans un match si important que cela, à domicile, dans un moment aussi important que ça, il faut que tu ne laisses rien au hasard. Là, tu laisses, comme tu dis, ton destin entre les mains ou entre les jambes d'un arbitre qui a 60 ans. Pour moi, déjà, c'est une erreur. C'est ça. Ils l'ont dit sans le dire, je trouve, en conférence de presse. McCarthy disait que c'était le bon choix parce que je voulais avancer pour avoir une dernière passe moins longue, etc. C'est pas si loin de l'être. Hein. C'est pas si loin, à une seconde ou deux près. En soi, c'est pas déconnant de dire on veut avoir une passe moins longue. Mais dans ce cas-là, je sais pas, joue une passe courte pour avoir les extérieurs et bouffer le chrono. Après, là, pour moi, tu vois, c'est aussi un peu Dak Prescott qui est un peu trop gourmand sur cette course. Et voilà, ça il aussi. va un peu trop loin. Il aurait dû… Alors, c'est toujours difficile dans l'adrénaline, le moment. Enfin, tu vois, je n'ai jamais été en position de faire gagner mon équipe en play-off à 10 secondes de la fin sur une course, donc je ne me permettrai pas trop d'aller loin dans la critique. Mais effectivement, Dak Prescott aussi, là-dessus, joue mal le coup parce qu'il pousse un peu trop loin l'avantage, alors que l'idée, c'était de juste gagner quelques yards pour raccourcir et pas forcément en gagner 15. Donc... Mais je trouve que ça rejoint ce que dit Lucas, c'est-à-dire que tu es dépendant du fait que ton joueur se couche assez tôt, voit bien le chrono. Oui. Non, mais il y a trop de facteurs en jeu pour que ce soit… Non, mais c'est sûr. Et même Prescott le dit, il dit, il y a un des défenseurs des 49ers qui tombe sur moi exprès pour me ralentir quand je me relève après. Et il a tout à fait raison, le mec. Et tu rajoutes une variable comme ça, tu fais une passe, le mec il tombe, il appelle le temps mort, merci, au revoir. Donc c'est quand même une erreur majeure. C'est pas du tout les arbitres ou quoi que ce soit. C'est les Cowboys qui font une erreur de mettre leur destin entre les mains d'un truc beaucoup trop aléatoire et en plus de très mal l'exécuter. Donc ouais. Après on parle de ça, mais de toute façon c'est pas les Cowboys ne perdent pas le match que là-dessus. Faut pas non plus le rappeler aussi. faut qu'on le rappelle. Tu as une attaque qui a été en difficulté tout le match avec un jeu au sol qui a progressivement disparu cette saison, alors qu'à un moment de la saison, on avait un duo ultra dynamique avec Pollard et Elliott. Tu as une ligne offensive qui commence à faire un peu sentir son âge. Hein. J'ai trouvé que Tyron Smith n'était plus le grand left tackle qu'il a pu être. Et puis la défense, notre cornerback All-Pro, Trevon Diggs, certes, il fait 11 interceptions, mais alors là, qu'est-ce qu'il a pris le bouillon face à Brandon Ayuk? C'était un peu gênant pour un cornerback All-Pro de se prendre ça. Donc, rappelons aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qui font que Dallas perd ce match. À la limite, on peut commencer ces énormes prestations défensives des 49ers. Il faut le dire, les Cowboys marquent 7 points sur les 3 premiers cartons, Lucas. Oui, ils font, comme tu l'as dit, une énorme prestation défensive. Il y a 13-0 à un moment. L'impression qui est donnée, c'est que le score est beaucoup plus ample que cela. Et s'ils sont dans cette position de éventuellement égaliser, repasser devant en fin de match, c'est aussi parce que les 49ers leur donnent quasiment cette occasion-là. Parce que sur le terrain, quand on mettait les deux équipes face à face, c'est vrai qu'il y avait rarement de débat. L'agressivité était du côté des 49ers des deux côtés.
notamment dans les tranchées, comme l'a dit Raph. Vraiment, les jeux appelés étaient bien meilleurs du côté des 49ers. Il y avait quasiment tout qui était pour San Francisco. La victoire est méritée. Après, c'est vrai qu'ils les ont un petit peu remis dans le match avec des erreurs. Le match doit être plié. Il y a cette interception. Il y a ce ballon qui est un peu trop, enfin, qui est beaucoup trop loin pour Brandon Ayuk qui doit finir le match aussi dans ce 4e quart-temps pour Garoppolo. Dallas est bien heureux d'en arriver là, en effet, en toute fin de match. Raphaël, cette prestation défensive, encore une fois, c'est du haut niveau. Ouais, non, c'était du haut niveau. C'était en plus peut-être même meilleur que ce à quoi on pouvait s'attendre. On avait des interrogations sur les cornerbacks des 49ers, qui là devaient affronter sur le papier une équipe avec beaucoup de cibles. Donc ça pouvait interroger. Alors, bon, j'ai pas eu l'impression que Dallas a particulièrement bien joué le coup sur ses cornerbacks. C'est un autre débat sur le play calling. Mais en tout cas, du côté des 49ers, ils ont tenu la baraque. Globalement, en défense, ils ont tenu parce que même si en fin de match, Dallas revient un peu, la défense, t'as pas totalement l'impression que la défense va craquer. Je veux dire, globalement. Ils font quand même, excuse-moi, mais ils font quand même 2 drives solides où ils les arrêtent une fois, les 49ers repunt, et ils les arrêtent une nouvelle fois, même s'il y a cette erreur-là. Donc, en effet, c'est vraiment une belle prestation. Et d'ailleurs, du coup, San Francisco aurait pu tuer le match avant. Jimmy Garoppolo est intercepté dans le dernier quart. Il punt 2 fois ensuite, dont une fois à cause d'une pénalité. Au final, ils s'en sortent bien. Ce match, il aurait quand même pu être fini plus tôt, hein, Raphaël. Je trouve que les deux, on pourrait presque dire que les deux s'en sortent bien. Dallas s'en sort bien de pouvoir continuer à espérer à 10 secondes de la fin. Mais les 49ers, à un moment, passent pas loin de se faire surprendre et de se faire braquer à la dernière seconde, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même ce match qui ne doit pas leur filer de... Enfin, même s'ils ne filent pas, mais qui doivent se rendre plus simple. Et la passe que Lucas a mentionné, la passe trop profonde de Garoppolo, j'ai revu celle qui lance au Super Bowl trop profonde pour je ne sais plus quel receveur et qui aurait dû permettre aux 49ers d'avoir un first down et les Chiefs ne pas récupérer la balle et derrière, a priori, tu gagnes le match, etc. Et ça, par contre, pour moi, ça fait partie de ces petits trucs qu'on a mentionnés qu'on a toujours mentionné en négatif du côté des 49ers et qu'il faudra surveiller pour la suite. C'est est-ce que Garoppolo est suffisamment tueur pour clore le match? Moi, j'ai envie de dire qu'on est déjà fixé, c'est-à-dire qu'on connaît les limitations. Il y a des moments où ce sera bien, il y a des moments où il va te tuer, quoi. Et moi, celle qui me fait peut-être encore un peu plus peur, on en a parlé avec un de nos collègues de la rédaction, Marc, c'est Shanahan, qui a quand même une fâcheuse tendance sur certains matchs à pas se rendre la vie simple, notamment quand il mène largement, à toujours un peu retomber dans des travers. Enfin, tu vois, je trouve que ça commence à faire beaucoup pour des équipes que lui mène. Il y a souvent des moments de petits matchs remontés comme ça qui moi, me rassurent pas totalement. Je trouve qu'il est trop conservateur. Je trouve que quand il a le pied sur l'accélérateur et puis comme tu le dis, au bout d'un moment, il relâche. Alors je sais pas si c'est pour gérer, je sais pas si c'est par peur, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais alors notamment sur ce dernier drive où il joue la 4e, il y a un faux départ, il est obligé de punter. Je peux comprendre. Cette fois, il la joue, mais il y a des fois un peu plus tôt, il peut la jouer. Il y a des fois où c'est vrai que il a un Deebo Samuel qui est incroyable, qui en plus il réussit à le mettre dans des positions où il peut faire des choses incroyables parce que les deux sont fabuleux. Continue d'être agressif. Le premier drive, tu en parlais, Alain, c'est le symbole même du Shanahan qu'on aime voir. Pourquoi ça commence à se fatiguer vers la fin? Alors, est-ce qu'il y a des ajustements? Mais j'ai du mal à le croire parce que chaque début de match, c'est comme ça. Et c'est vrai, alors c'était l'inverse face aux Rams, mais c'est vrai que je le trouve un petit peu trop conservateur. Et quand il va falloir aller gagner un match et plutôt ne pas le perdre, est-ce que ça va suffire? Ça aussi. Bon, il y a Deebo Samuel dont on n'a pas parlé, 72 yards au sol, 38 dans les airs, un touchdown. Il est d'autant plus conservateur qu'il a quand même une arme plutôt sympa avec Deebo Samuel. Ah oui, c'est une super arme, mais qui en plus, je pense, a aussi la chance de tomber avec Shanahan. Il lui fallait un coach capable de l'exploiter aussi bien. Les deux du coup, se complètent très bien, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, Samuel. Je me rappelle qu'à un moment de la saison, j'avais dit Deebo Samuel était peut-être l'arme offensive la plus importante des 49ers et que monsieur Grégory Richard avait rigolé. Et ben, je lui rappellerai bien un peu plus tard. Bon, en tout cas, son touchdown les met à 23-7. Au final, c'est le seul autre touchdown après celui en ouverture du match. Donc, ça n'a pas non plus été une attaque très, très régulière pour aller au bout. En défense, il faudra surveiller les blessures de Nick Bosa, commotion cérébrale, Fred Warner, cheville. Donc, ça, c'est vraiment à surveiller comme on est sur le feu. C'est leur meilleur joueur sur le premier rideau, meilleur joueur sur le deuxième. Donc, bon, voilà. Demeco Ryans, le coordinateur défensif, s'est débrouillé sans eux à la fin, mais face aux Packers, ce sera quand même autre chose. Donc, il faudra les avoir.
On finit avec les Cowboys qui vont en vacances. Si on garde Mike McCarthy, ce qu'ils ont l'air d'être partis pour faire, on fait quoi? D'ailleurs, bon, alors, je la pose, même si a priori, ça ne va pas se poser, mais ils ont Dan Quinn et Kellen Moore qui sont des coordinateurs très demandés pour les entretiens d'embauche. Est-ce que s'il y en a un qui vous dit je suis sur le point de me barrer, vous virez McCarthy pour le garder? C'est compliqué parce que si c'est Dan Quinn, et ce qui semble être le cas, difficile de lui donner la priorité par rapport à Moore. Ouais. D'un autre côté, cette défense-là, elle a quand même été relativement bonne durant la saison. Elle a eu des hauts et des bas, mais Dan Quinn, on peut quand même dire qu'il l'a fait améliorer nettement par rapport à la saison précédente. Ce n'était pas forcément le plus dur, mais il l'a fait. J'ai peur que s'il s'en va, que s'il part, cette défense-là ne soit pas aussi bonne et que ça soit aussi les qualités de cette défense-là soient aussi vraiment lié au fait que Dan Quinn ait été très bon cette saison. Raphaël, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes Kellen Moore, tu gardes Dan Quinn, tu gardes tout le monde. Pas évident, effectivement, quand tu as deux coordinateurs qui sont demandés comme ça d'en donner la préférence à un. Moi, j'aurais tendance à, s'il faut en garder un via McCarthy pour en garder un, j'aurais tendance à plutôt aller vers le coordinateur offensif, en me disant que je veux avant tout avoir de la continuité en attaque, plus que de la continuité en défense. Mais c'est un pari, c'est un choix, c'est pas forcément le bon. Après, si Kellen Moore est si exceptionnel qu'il est vendu depuis 2 ans, bon, a priori, autant pas le laisser filer et virer McCarthy. Hein. Tu sais ce que tu as avec McCarthy là-dessus. Bon, si on garde McCarthy, c'est quoi la priorité? Si vous êtes le manager ou le patron, vous êtes Jerry Jones. Voilà. C'est pas mal, c'est une bonne nouvelle. C'est pas mal. Donc, vous êêtes Jerry Jones, vous pouvez faire un truc. C'est quoi votre priorité? Vous allez voir votre manager, c'est vous le manager d'ailleurs, puisque vous dites Jerry Jones, il fait tout. Vous dites quoi? C'est quoi ma priorité de l'intersaison? Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je dis on renforce les lignes des deux côtés et on croise les doigts pour que ça aille mieux. Oui, moi je serais parti sur ça aussi, sur redonner, et Raph l'a dit en début d'analyse, redonner un coup de jeune un petit peu à cette ligne offensive pour la faire revenir, parce qu'on le sait, quand la ligne offensive est bonne, il peut se passer de très bonnes choses en attaque. Et voilà, après la ligne défensive aussi, c'est vrai que redonner un coup de jeune sur les lignes, en tout cas renforcer ces lignes-là, mais c'est vrai que la ligne offensive, il faut ne pas forcément considérer que tout est bien et très beau à Dallas et jeter un œil quand même à cette ligne offensive. Oui, une des deux lignes, suivant ce qui se présente à la draft et à la free agency en plus intéressant. Il y en a un que tu prends à la draft et l'autre à la free agency, inversement, suivant les opportunités. Mais oui, les lignes me paraissent le premier. Et petite réduction de salaire sur Ezekiel Elliott. Oui, ce serait pas mal. Voilà, je lui propose. Ce serait pas mal. Rams 34, Cardinals 11. Comme Dallas, les Cardinals étaient fringants au début de la saison. Eux se sont encore plus écroulés. Ils ont vécu un calvaire dans la nuit de lundi à mardi. 21-0 à la mi-temps, 28-0 dans le troisième quart. Il n'y a pas eu de match. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette attaque des Cardinals? Ça a explosé de toutes parts. Je veux bien commencer parce que j'avais hypé les Cardinals à un moment de la saison. C'est vrai que c'est depuis le jour où tu as dit qu'ils étaient très forts dans les deux phases en plus. C'était une des équipes les plus complètes de la ligue. Ça a complètement explosé. Là, sur ce match, c'est assez criant pour moi que la ligne offensive a pris l'eau de toutes parts. Hein. Kyler Murray était en permanence sous pression. Il avait quand même... Ça ressemblait un peu à des matchs de Seattle, tu sais, où tu voyais un petit quarterback courir dans tous les sens pour essayer de s'en sortir autant que possible. Ça a quand même ressemblé beaucoup à ça, une ligne offensive. Et puis clairement, quand DeAndre Hopkins n'est pas là, ça libère moins de place pour les autres. C'est plus compliqué. Donc, moi, je vois l'attaque. Pour moi, c'est surtout par l'attaque parce qu'on les attendait notamment offensivement. C'est ce que Cliff Kingsbury doit apporter et que l'attaque a complètement coulé. Encore plus, à mon sens, que la défense. Et voilà, c'est par là que ça commence. Ils sont, Lucas, à moins 1 yard après le premier quart-temps et à 40 yards à la mi-temps. Donc, en effet, c'est un euphémisme de dire qu'ils ont coulé offensivement. Oui, il y a un moment où Odell Beckham Jr. a plus de yards à la passe que Kyler Murray. Oui. Bon, alors, oui, c'est un trick play, c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément souvent, mais c'est symptomatique. Comme le disait Raph, alors la ligne offensive a été complètement aux abonnés absents face au pass rush notamment des Rams. Maintenant, Kyler Murray, je ne l'ai pas trouvé forcément très bon. On parlait de l'analogie d'un Russell Wilson qui courait. On a connu un Russell Wilson meilleur derrière des lignes bien médiocres. Là, il n'a rien fait pour élever son équipe, le Kyler Murray, même si ce n'est pas évident, hein, je l'entends aisément. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé très bon. Le jeu au sol est
est inexistant, ce qui peut être aussi expliqué par cette ligne offensive, encore une fois. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je me permets sur le jeu au sol. Pour moi, le problème, c'est qu'il n'a même pas été tant utilisé que ça, notamment au début de match où Kingsbury l'abandonne complètement sans même. Alors que bon. Bref, alors qu'on l'a dit toute la saison, cette équipe-là a besoin d'avoir un jeu équilibré des deux côtés du terrain. Ils n'ont pas, notamment avec cette absence de DeAndre Hopkins, ils n'ont pas une équipe qui penche d'un côté et qui peut être très bonne d'un côté. Pour que cette équipe soit bonne, il faut que ça marche dans tous les aspects. Et offensivement, c'est le symbole, il faut que ça marche au sol et dans les airs. Mais comme tu dis, si on n'utilise même pas le sol, ça devient très compliqué. Est-ce que Cliff Kingsbury peut être en danger ? Voilà, un coup de folie des dirigeants, ça fait 2-3 ans qu'on pique du nez à chaque fois en fin de saison, une tendance qu'il avait déjà à l'université. Ouais, visiblement, tous les ans, c'est sa spécialité. Ouais, tous les ans, ces équipes piquent du nez en fin d'année. Est-ce que c'est pas aussi une preuve, parce que oui, DeAndre Hopkins c'est pas là, etc. Mais il y a plein d'équipes qui ont des blessés, il y a plein d'équipes qui surmontent. Et est-ce que ça montre pas son incapacité à s'ajuster au fil des rencontres de l'année, au fil des matchs à l'intérieur et au fil des blessures, etc. Et ce qui est quand même une capacité très importante en NFL vu le nombre de blessés tous les ans, quoi. T'as raison. Moi, je pense qu'il faut peut-être, même si le bilan comptablement progresse depuis son arrivée année après année, je trouve que la question mérite d'être posée parce que déjà l'an dernier, ils auraient dû aller en playoff, ils n'y vont pas. Bon, d'accord. Là, cette année, finalement, ils arrivent à accrocher les playoffs, mais pas si facilement que ça, malgré le début. Et c'est la tête en playoff. Et je pense qu'il y a un moment, quand ça arrive tous les ans, ça devient une tendance trop importante pour ne pas la voir, en fait. Donc, c'est un extrême, hein, mais c'était en 2007 ou 2008, je ne sais plus, que les Chargers avaient viré Marty Schottenheimer après un 14-2, je crois, et met une élimination en playoff parce qu'ils trouvaient qu'ils ne passaient pas ce cap-là. Alors, ça ne leur a pas réussi, ils n'ont pas gagné après. Mais voilà, il y a des dirigeants qui peuvent des fois dire, bon, bah voilà, ça ne marche pas avec lui, il ne nous fait pas passer ce cap supérieur. Justement, messieurs, est-ce que là, on n'est pas dans le cas du bâtisseur qui a du mal à faire passer l'équipe au-dessus, qui fait progresser son équipe en partant de rien ou pas grand-chose, mais qui a du mal à le faire passer de bon à très bon? On peut être dans ce cas-là. Après, c'est seulement l'avenir qui nous dira. Il faut surtout bien choisir le futur coach s'il y a. Pas se tromper parce que ça peut être une calamité du coup aussi. Mais je suis plutôt d'accord avec vous. Bon, parlons un peu des vainqueurs. Von Miller a réussi un sac. La défense était donc excellente parce que l'attaque des Cardinals s'écroule, mais la défense des Rams était excellente sur ce match, évidemment. Et puis en attaque, ils ont misé sur l'efficacité. 13 sur 17 pour Matt Stafford, 202 yards de touchdown, 17 passes pour 38 courses. Est-ce qu'on a mis, c'est pas du troll, mais c'est pour faire une formule. Est-ce qu'on a mis Matt Stafford en fait dans une sorte de rôle de super Jared Goff? C'est une sorte de Jared Goff du riche pour aller. Sur ce match, ça l'a été, mais peut-être parce qu'ils ont pu se le permettre, tu vois. Donc ils se sont dit, bon, en plus, il était un peu blessé. Il avait quelques bobos ces dernières semaines. Peut-être qu'ils se sont dit, on force pas trop, ça suffit cette semaine. Et on se le garde au frais pour la semaine prochaine où, à mon avis, il va falloir arroser un peu plus dans les airs. Je vois mal. En tout cas, si ton plan de jeu, c'est d'aller courir 40 fois contre Tampa Bay, à mon avis, ça va pas faire grand-chose. Donc, peut-être qu'il y avait un peu de ça aussi, préserver Stafford pour la semaine prochaine. En tout cas, c'est vrai que McVay a utilisé la course rapidement. On l'a vu le faire dans la saison et ça a fonctionné. Donc, pourquoi changer? Sachant qu'il connaît Stafford, il sait qu'il peut faire des coups d'éclat. Il a quelques cartes dans sa manche aussi avec cette passe de Odell Beckham Jr. dont on parlait. Donc, c'est vrai que quand quelque chose fonctionne, pourquoi s'en détourner? C'est un peu impensif ce que je suis en train de dire, mais on connaît des coachs qui le font. Donc, pour le coup, pour lui, c'est une bonne chose. Après, c'est vrai que quand on a un Stafford, on se permet le luxe d'avoir un Stafford dans ce rôle-là et que ça fonctionne, tout va bien. Et puis je troll, mais en fait, il revient un peu à leur identité de l'année où ils vont au Super Bowl, qui était beaucoup basée sur le sol, avec Todd Gurley à l'époque qui était seul. Là, il mise sur un comité. Le retour de Cam Akers fait beaucoup de bien. Excellent Cam Akers. Il est encore rookie ou c'est sa deuxième année du coup? Deuxième année. Avec les blessures, je m'embrouille. Deuxième année, mais il joue avec une agressivité incroyable. Il est non, très très fort. C'est un vrai bel apport. Donc, c'est lui qui a la réception de 40 yards d'ailleurs sur Odell Beckham. Ouais. Et puis, il apporte des choses au sol. Ils ont une sorte de mini-comité maintenant avec lui et Sonny Mitchell. Donc, ils auraient en effet tort de s'en priver.
Ouais, non, mais ils auraient tort de s'en priver, clairement. Et puis voilà, je trouve qu'ils reviennent à cette recette-là. Ça marche bien. Après, vous le disiez, il y a des moments où il faudra peut-être plus forcer. Mais c'était plutôt convaincant. Luc, un dernier mot sur les Rams? Ouais, un très bon match d'Odell Beckham Jr. On lui a Évidemment, assez ouais. tapé dessus pour le dire là. Il a été recruté pour ça. Sur ce premier match de playoff, il fait le travail, tout comme Von Miller. Pour l'instant, les stars recrutés font le boulot. On va voir si ça dure, mais il fallait le dire. Même question pour les Cardinals que pour les Cowboys. Vous avez une priorité pendant l'intersaison. Ben, moi, je trouve le bon coach. C'est facile à dire, hein. Mais pour moi, je reviens à ce qu'on disait et je trouve un coach qui est capable de me faire passer un cap. Maintenant, bon courage. Ouais. Tu combines Ouais. les deux, t'embauches Kellen Moore. Coach Alors, et... après, Kellen Moore, c'est pas forcément le Non, coach je qui est plaisante. connu pour faire une très bonne saison. Surtout, c'est un peu le Non, non. Kingsbury des coordinateurs offensifs, hein. Je plaisante, c'était juste pour mélanger Dallas et Cardinals dont on avait parlé. Ouais, coach et GM aussi, parce que, ou en tout cas sur la draft, les deux dernières drafts côté Cardinals, c'est pas. Ouais, donc vous êtes quand même sur Cliff Kingsbury. Je pensais pas que que vous rejoindriez sur le fait qu'il est quand même Faut vraiment peut-être en pas danger, perdre en de tout cas pour temps. vous. Faut Quoi. peut-être Ouais. pas perdre de temps, Ouais. tu vois. Et puis en fait, en parlant d'équipe, on a vu en début de saison qu'ils ont les atouts pour être très bons. Et c'est pas C'est comme ça. s'il manquait beaucoup de choses, ils ont Mais les c'est atouts ça. pour être très bons. C'est ça. Donc c'est à ce moment-là qu'on en vient au coach, généralement. Buccaneers 31, Eagles 15. Entrée en matière tranquille pour le champion en titre. Eux, ils menaient 31-0 après 3 quarts-temps. Vous allez voir, c'est un thème récurrent, hein, les fessées cette semaine. Les Eagles ont adouci le score en fin de match. Aucun ballon perdu pour Tampa. 3 ballons volés. Plus de 100 yards au sol. Tom Brady efficace. On est sur un match maîtrisé. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inquiété? Je vais essayer de chercher un truc négatif d'abord, parce que c'est une correction. Lucas. Oui, la ligne offensive. La Mm. ligne offensive. Et alors, je ne vais pas faire la préview en avance, bien sûr, mais quand on parle, on imagine qu'ils vont jouer face aux Rams. Tristan Wirfs s'est blessé, notamment en fin de match, et on a vu un Tom Brady qui a été beaucoup plus mis sous pression en fin de match qu'en début de match. Je crois qu'il est All-Pro cette année, le lineman offensif. Il fait beaucoup de bien. Il est très bon, on l'avait vu l'année dernière. Et là, alors Brady a la capacité à lancer rapidement. Je crois qu'il fait l'un des matchs avec le plus de... Je crois que c'est sa moyenne la plus rapide pour Ouais. la vitesse des passes. Ouais. Donc voilà, on l'a vu, ça se voit, il augmente son rythme, il lance plus rapidement. Maintenant, on le sait que pour gagner des matchs, dans des matchs importants, sur des troisièmes tentatives un peu plus longues, il lui faut du temps. Il est capable d'en gagner, mais c'est pas Kyler Murray, par exemple. Donc là, on va avoir. Je pense pas que la semaine prochaine, on verra un petit quarterback courir partout pour éviter Von Miller. Donc va falloir que la ligne offensive soit bonne. Tu fais bien de teaser la preview parce que j'ai commencé à préparer mes fiches et je vais vous dire, ça va saigner. Là, sur les pronos, je me demande si je vais pas m'enflammer un peu. Là, il y a de l'outsider qui pourrait partir. Peut-être pas forcément sur ce match, mais tous, il y a des trucs plutôt sympas. Raphaël, donc en effet, Tom Brady prend 4 sacs. Oui. Il y a aussi la blessure au centre, Ryan Jensen, même s'il fait une bonne partie du match, mais qui ressort quand même finalement bien blessé. Il faudra surveiller ça. Et D'autant plus qu'on Qui sait revient, que je crois, après. Hein. il revient, Ouais. mais là, il est encore. Enfin, il est sur la liste des blessés pour le moment. Il faudra voir comment ça évolue dans la semaine, parce que son client la semaine prochaine, c'est Aaron Donald. Ouais. Va Et il y en falloir, a un troisième, hein, il y a Josh Wells aussi qui est, Oui, en qui est plus. touché au quadriceps. Hein, donc ils sont tous les trois incertains officiellement au moment où on se Donc parle. voilà. Et avant ce match, c'était l'équipe qui avait utilisé le plus fort, qui avait le pourcentage le plus fort du même line-up de lineman titulaire, qui avait eu le moins de blessés, on va dire, sur la ligne depuis le début de la saison. Donc ça va quand même un peu déstabiliser tout ça face à un gros pass rush la semaine prochaine, donc on y reviendra. Mais moi, après, je trouve que malheureusement, les craintes qu'on avait notamment sur les cornerbacks de Tampa Bay, là, on n'a pas pu le voir sur ce match parce que l'attaque en face était trop faible. Donc pour moi, c'est pas une crainte qui peut être enlevée. On peut pas se dire elle est réglée parce que et on en reviendra, les Eagles n'ont pas été capables de l'exploiter. Parce qu'à mon avis, les Rams et d'autres équipes pourront peut-être faire la semaine prochaine. Donc moi, les craintes peuvent pas être soulevées, on va dire. Moi, le bon point, c'est que la défense a mis 22 pressions sur le quarterback adverse. Oui. Donc, on verra si ça aide les ça. cornerbacks dans les prochains matchs. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose en face. Philadelphie, on l'a dit, a été menée 31-0. Et la question qui ressort de ce match, j'ai bien vu dans la rédaction pendant toute la soirée, c'était est-ce qu'ils ont un truc avec Jalen Hurts, quoi? C'est vraiment la question qui ressort. Il est à 23 sur 43, 258 yards, un touchdown, 2 interceptions. Mais il est à 2 sur 11, 63 yards et 1 interception sur les passes en profondeur. Il y a des mauvaises lectures. Il a parfois quitté la poche trop tôt.
Voilà, ils étaient en dessous. Est-ce qu'il y a inquiétude ou pas pour Jalen Hurts, Lucas? Inquiétude, je sais pas, il est dans sa phase de progression. Il y a des joueurs, le problème, c'est qu'il y a des joueurs comme Joe Burrow et Justin Herbert, et on le répète, qui donnent de mauvais exemples, en fait. C'est sa deuxième année, je crois bien, à Jalen Hurts. Forcément, il n'est pas totalement poli. Et là, dans ce match-là, et pour faire une petite revenir aussi aux Buccaneers, ils éliminent complètement ce jeu au sol. Et on sait que c'est l'arme offensive majoritaire des Eagles, de Jalen Hurts, qui a besoin de ça pour pouvoir être un peu plus ouvert, pour pouvoir avoir cette read option. Ils ont complètement éliminé cette read option, notamment. Ce qui, du coup, lui ferme des options, et il n'est pas encore assez bon. Et peut-être qu'il ne le sera jamais. Hein, mais en tout cas, sur ce match-là, il n'était pas encore assez bon pour se sortir de ça. Et du coup, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il faut être inquiet, mais là, on le savait, même en se qualifiant en playoff, qu'ils n'étaient pas prêts à ces grands matchs. Après, ils éliminent le sol physiquement, évidemment, mais tactiquement aussi, du coup, en menant 14-0 après un quart-temps. Donc, Oui, mais même dès le début, on a vu notamment les safety, Winfield, Whitehead, qui ont été extrêmement bons sur la read option. C'était très bien coaché. Ils l'ont complètement éliminé. Je crois qu'ils gagnent 95 yards au sol sur le match, là où ils en gagnent environ 160 par match. Et puis, il y a une course de Boston Scott pour 34 yards qui fait anomalie, parce que sinon, Miles Sanders, c'est à 2,3 yards par course. En fin de match, en plus. Donc, oui, le score fait que, mais même on a vu Philadelphie continuer de courir sur plein de matchs. Là, ils ont été incapables. Ça rassure du côté des Buccaneers. Par contre, c'est vrai que du côté des Eagles, quand il n'y a plus ça, il n'y a plus grand-chose. Raphaël, est-ce que Nick Sirianni aurait pu être plus audacieux? Devonta Smith a qu'une seule réception en première mi-temps. Ben ouais, mais je ne sais pas s'il pouvait être plus audacieux, dans le sens que pour moi, si Devonta Smith n'a qu'une réception, c'est aussi parce que son quarterback ne l'a pas forcément ciblé et ne lui a pas donné l'opportunité de... Enfin, par exemple, il ne lui a jamais lancé dessus s'il était couvert, alors qu'on sait qu'aussi les grands receveurs, il y a aussi des moments où des quarterbacks osent lancer vers leur receveur même s'il est couvert, parce que le principe d'un receveur, c'est d'être capable de remporter ses catchs contestés. Enfin, donc ça, il n'y a pas eu. Il y a des fois, il a raté la lecture tout simplement. Enfin, sincèrement, contre un autre quarterback, on peut être à la mi-temps à 17-14, je pense sincèrement, parce que tu as deux opportunités énormes de touchdown ratées par Hurts, notamment une qui finit en interception parce qu'il lit beaucoup trop tard qu'il a un receveur isolé tout seul dans l'end zone, alors qu'avec un autre quarterback, à mon avis, c'est lu directement et il y a touchdown. Donc sincèrement, il y a un moment du match où moi, j'ai même eu l'impression que si c'était un quarterback plus expérimenté, à la mi-temps, il y a match. À la mi-temps, il y a match. Il y a 17-14 à la mi-temps. T'as entre la fin du premier quart-temps et le début du troisième, la défense de Philadelphie fait enchaîner à l'attaque de Tampa Bay 3 punts. T'as un moment où la pression commence à marcher sur Brady. Les Bucks ont plus de mal en attaque. Et ce qui le relance d'ailleurs offensivement, c'est le punt relâché par Philadelphie, où derrière, eux, ils enchaînent par un touchdown. Mais il y a eu un moment du match où je me suis dit, OK, face à un autre quarterback, je ne dis pas que Tampa Bay ne le gagne pas, attention, hein, mais il y a plus de suspense. Et voilà, et c'est le problème de Hurts. Maintenant, est-ce que c'est la solution ou pas? Lucas l'a dit, il est en deuxième année. Est-ce que c'est trop tôt pour l'abandonner ou pas? Ça, pour moi, c'est le rôle du coaching staff et des experts de trancher. Tu vois, c'est pas forcément notre rôle à nous. Mais... Bon, je vous le dis, Lucas avait un visage très perplexe pendant que Raphaël disait que c'était plus proche. Ouais, parce que j'ai eu l'effet inverse. Moi, il y a 17-0, c'est ça, mais je me dis que ça peut avoir bien plus. Je les ai trouvés en totale gestion. J'ai trouvé un Todd Bowles très bon dans ces. Pour moi, ils sont passés en mode playoff. Alors certes, ils sont pas, tout n'est pas parfait, mais ils ont répondu à beaucoup d'interrogations et il va falloir être costaud pour les éliminer. Je dis pas qu'ils vont assurément battre les Rams la semaine prochaine, mais pour moi, il va falloir être costaud pour les éliminer parce que là, ils ont monté d'un cran pour moi. Bon, en tout cas, en effet, au niveau des cibles, on n'a pas parlé. C'était une des énigmes aussi pour les Buccaneers. Mike Evans a pris le lead très clairement, 9 réceptions, 117 yards, 1 touchdown. Et Tom Brady a plutôt distribué. En effet, ils seront plus testés au prochain tour. Un petit dernier mot pour les perdants comme pour les autres. Priorité à Philadelphie, cette intersaison. La défense. Ouais. Le front seven, je dirais, ouais, la défense. La défense pour tout le monde. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Allez, victoire des Rams, Kurt Warner, hein, il est obligé. C'est dans le contrat. On est obligé de passer le jingle de Kurt Warner. Conférence AFC, et on va parler de l'autre match qui a été un peu disputé ce week-end. Il y en a eu 2 dans chaque conférence. On commence par celui-là à chaque fois. Bengals 26, Raiders 19. C'était le premier match des playoffs. Il s'est joué sur la dernière offensive des Raiders. 4e tentative interceptée par la défense des Bengals pour empêcher l'égalisation. Cincinnati a eu chaud. Est-ce qu'ils ont failli aussi payer leur incapacité à tuer le match? On a parlé de l'incapacité des 49ers à tuer le match tout à l'heure. Pour les Bengals, ça a failli être un peu pareil, Lucas. Oui, ça a failli être un peu pareil. Et pour moi, je vais avoir le même diagnostic. Je trouve que le coach des Bengals est beaucoup trop conservateur. Ils avancent, mais ils tapent des field goals. Sur le drive qu'ils peuvent tuer, en tout cas, ils peuvent tuer le match avant de rendre le ballon aux Raiders, pardon, il appelle 3 courses, alors que là, pour le coup, c'est comme Deebo Samuel, il a un Ja'Marr Chase qui est en feu, il a un Joe Burrow qui a prouvé qu'il a les épaules pour supporter les grands moments, et il fait 3 courses, qui n'avancent pas, ou très peu, il rend le ballon, il est assez conservateur, et ils font 2 sur 5 dans la red zone. Pour moi, c'est le problème, parce que l'équipe était bonne, ils font un bon match, mais comme tu le dis, ils sont pas assez tueurs. Après, c'est la première fois qu'ils sont là depuis un petit moment. C'est la première victoire depuis 31 ans. Ils manquent d'expérience, forcément, et le coach aussi, par définition. Mais ils ont besoin d'être plus tueurs, je pense. C'est vrai qu'ils sont à 2 sur 5 dans la zone rouge, 2 touchdowns pour 4 field goals dans ce match. Raphaël, en fait, c'est assez paradoxal parce qu'on se dit Chase et Burrow sont en feu, 24 sur 34 pour Burrow, Chase a 9 réceptions pour 116 yards, 3 courses pour 23 yards. Mais au final, c'est vrai qu'ils marquent que 2 touchdowns sur ce match. Oui, ils en marquent que 2 parce que à chaque fois, effectivement, ils sont bien bloqués en red zone. Et je rejoins Lucas, je pense que ça manque un peu d'allant, on va dire, offensif là-dessus. Il y a beaucoup de 4e tentatives, pas très énormes à tenter dans les 10 yards de Las Vegas que tu prends pas alors que tu as de l'avance, tu as de la marge. Enfin, en plus, tu en as certaines, tu es en milieu de première mi-temps. Au pire, si ça se passe pas très bien, derrière, tu es quand même devant au score. Le risque me semble assez minime par rapport au gain potentiel en mettant complètement les Raiders tête sous l'eau. Bon, ça manque un peu de ça. Peut-être qu'il y avait le côté, comme vous l'avez dit, le côté on n'a pas gagné en playoff depuis 30 ans, on a besoin au moins d'en prendre une histoire de passer une étape et de chasser le mauvais signe et on s'éclatera au tour d'après à l'extérieur face au numéro 1. Tu vois, peut-être qu'ils vont lâcher les chevaux ce week-end, j'espère. Mais ouais, je rejoins sur le côté manque de tueurs parce qu'après, globalement, le reste, en attaque, ça a quand même dominé. En défense, avant sortie sur blessure de Trey Hendrickson, c'était quasiment parfait. Après sortie sur blessure, c'était déjà beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si tu allais donner la stat. Non, quand Hendrickson est sur le terrain, sur les 23 passes de Carr, ils mettent 10 fois la pression. Sans Hendrickson, il y a 33 passes et ils mettent 3 fois la pression. Bon, bah ouais, voilà. Ça change quand même beaucoup. Donc, clairement, oui, c'est en 2 temps là-dessus. Lucas, on rend hommage aux Raiders quand même. Oui, on rend hommage aux Raiders. Ils ont fait un match Raiders. Cette fois, ça n'a pas passé, mais ils ont fait un match Raiders en le salissant, sans être incroyable. On l'a dit en défense, ils prennent beaucoup de yards sur Ja'Marr Chase, ils ne défendent pas forcément très bien, ils ont très peu de pass rush, mais ils sont encore là. En attaque, ils ne font pas des choses incroyables non plus, mais ils sont à un jeu d'égaliser. Donc, ils font ce qu'ils ont fait depuis les 4 derniers matchs, et on l'a dit, ils ont du caractère, ils ont pas forcément le talent pour gagner ce genre de match-là, mais ils ont du caractère pour jusqu'au dernier moment le faire basculer. Donc, en effet, alors, ils peuvent peut-être avoir un peu de regret parce que les Bengals font pas un énorme match, mais en même temps, il y a un déficit de talent tellement grand que si on le rejoue 10 fois, je suis pas sûr que les Raiders le gagnent souvent. C'est vrai que tu disais en plus, les défendent pas forcément bien. Au moins, ils explosent pas, quoi. Il n'y a pas un moment où ils sont toujours dans le match. Ouais. Ils tiennent en red zone. Bon, en attaque, voilà, on savait que si ça passait les 20 points, ce serait dur, mais ils sont pas ridicules. Raphaël, qu'est-ce qui leur manque sur ce match au final? Sur ce match, en dehors des lacunes offensives qui peut leur manquer un peu depuis le début de saison, de profondeur, de receveurs de talent, on en a déjà parlé. Malheureusement, même s'ils sortent du match avec 2 sacs, ils n'ont pas réussi à mettre autant de pression qu'ils l'auraient souhaité. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à mettre Burrow autant sous pression qu'ils auraient pu ou voulu le faire. Il y a eu de la pression, mais pas assez pour le déstabiliser parce qu'en plus, il faut dire que le jeune quarterback de Cincinnati gère ça d'une main de maître, la pression dans la poche. C'est quand même assez bluffant. Il a l'habitude maintenant.
Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il fallait pas drafter un lineman, c'était pour un peu endurcir, tu vois. Mais voilà, mais tu vois, c'est comme quoi c'est la stratégie, en fait, il faut lui apprendre sur le terrain. Enfin, ça, et puis après, peut-être un peu un manque d'un bon play caller, peut-être en attaque, parce que moi, je reste encore un peu traumatisé par le choix de jeu sur la dernière action du match pour essayer d'égaliser, où tu lances une passe devant la end zone. J'avoue que et ton seul joueur dans la end zone, c'est Zay Jones, alors que tu as Hunter Renfrow et Darren Waller qui attendent à 5 yards. Bon, j'avoue que ça, je reste un peu pantois devant tel choix. Bon, donc tu changes de coach alors, si on passe dans l'intersaison. De toute façon, ça a l'air d'être le choix fait. Le manager saute, le coach, à mon avis, va pas tarder. Enfin, le choix, à mon avis, ne se pose plus. Lucas, pareil, Rich Bisaccia, c'était sympa, mais... Oui, il fait un très beau boulot parce qu'il les amène jusqu'en playoff, c'est un peu inespéré. Maintenant, c'est vrai que, mon avis, il va falloir... Et puis, c'est Las Vegas, c'est les Raiders, c'est tout ça. Je ne suis pas sûr que ça soit assez flashy pour repartir avec Rich Bisaccia. Bah, ils ont eu Tom Cable à une époque quand ils étaient à Oakland, c'était pas flashy non plus, et ça n'a pas marché non plus d'ailleurs. Bon, les Bengals, on l'a dit, n'avaient pas gagné depuis 31 ans, ils joueront les Titans au prochain tour, et Trey Hendrickson, on l'a dit, alors on a évoqué sa sortie, donc il a une commotion cérébrale aussi, ça va se jouer, comme toutes les commotions cérébrales, sur une semaine, ça va être très très serré pour revenir à temps, et inutile de dire que ce sera quand même très important parce qu'il est essentiel à cette défense. En dehors du coach, un axe pour les Raiders? Bah, l'axe, il va venir du coach sur le quarterback. Apparemment, c'est le coach. Ils vont pas décider d'un coach qui aime Derek Carr. C'est-à-dire que de ce qu'on comprend, de ce qui sort sur les analystes, enfin les insiders américains, c'est qu'ils vont prendre leur coach. Et si ce coach-là ne veut pas Derek Carr pourrait faire les frais. Alors après, c'est difficile de trouver mieux que Derek Carr, mais... C'est dingue ce qu'ils font subir à Derek Carr depuis des années, alors qu'il y a des gens qui, genre à Miami, ils veulent construire autour de Tua Tagovailoa, les dirigeants. Tu vois. Ouais, voilà, c'est pour ça que je disais, là c'est manifestement allez, pas boum, forcément... Le mec, il s'est pris une balle perdue, il est tranquille en vacances, et... Mais non, mais avec tout le respect que j'ai pour Tagovailoa, qui va peut-être progresser, mais je veux dire, Carr a atteint un niveau correct, qu'on lui tape dessus à peu près tous les étés depuis 4 ans. Je me rappelle à l'époque, il devait drafter Kyler Murray pour le remplacer. Après, il devait faire je sais pas qui pour le remplacer. Et puis ainsi de suite. Tous les ans, on en parle. Le pauvre, il vient de les mener en playoff quand même. Ouais, il est là quand même. Oui, il est là, mais en même temps, je pense que on atteint aussi un plafond avec Derek Carr, j'ai l'impression. On atteint un plafond. On atteint un plafond. Mais bon, ça va. Il y a un plancher qui est plus élevé que la moitié des titulaires de la ligue. Oui, mais disons qu'il faudra que les astres soient bien alignés pour que ça aille au bout avec. Ça, c'est sûr. On n'est jamais à l'abri d'une Joe Flacco sur une année. Non, on n'est jamais à l'abri, c'est vrai. Raphaël, donc, alors, est-ce que tu as un autre axe si on garde Derek Carr? La défense, moi je suis pas un grand fan de leur escouade de cornerback en dehors de Nate Hobbs, qui est vraiment pas mal dans le slot. Je trouve que voilà, peut-être dans le backfield défensif et receveur forcément, bien sûr, receveur parce que là. Ouais. Allez, on retourne sur les... j'ai utilisé un mot un peu vulgaire. Sur les corrections. Bills 47, Patriots 17. C'est le premier match parfait de l'histoire de la NFL. Alors, quand je dis parfait, alors depuis la création du Super Bowl, parce qu'a priori, il y a peut-être une occurrence dans les années 40, mais aucun punt, aucune interception, aucun fumble perdu, aucun field goal et un touchdown sur toutes les séries offensives que les Bills ont jouées, sauf la dernière où ils posent le genou au sol, évidemment, mais ça compte pas. Donc, c'était pour les Bills contre la défense des Patriots, qui était top 5 de la Ligue. Alors, à la fin de la saison régulière, statistiquement, mais qui piquait quand même du nez sur les derniers matchs, on l'avait dit dans l'émission. Performance dingue. Ça y est, on oublie tous les doutes sur les Bills qu'on avait pendant la saison, les hauts et les bas, est-ce que Josh Allen, pas Josh Allen, voilà, parce que évidemment, c'était la surréaction immédiate au coup de sifflet final, ils sont favoris, s'ils jouent comme ça, ils ont gagné le Super Bowl. Bah, s'ils jouent comme ça, oui, ça va être dur de dire non. S'ils jouent 3 matchs comme ça encore, oui. Bah, c'est toute la question, qui n'est pas évidente, je trouve, à répondre. Dans le sens, est-ce que c'était un groupe qui était en gestion toute la saison parce qu'ils attendaient que ça, et ils savaient qu'ils seraient en play-off parce qu'ils avaient dans leur division de la marge. Sur le reste, objectivement, bon voilà, on a jamais. Ou est-ce que c'est qu'une preuve de plus de leur irrégularité? Je sais pas, franchement, je sais pas. Lucas, où se situe le niveau de ces Bills? Josh Allen a été impeccable, 21 sur 25, 308 yards, 5 touchdowns, il gagne 66 yards au sol. Donc lui aussi a l'air de piquer au meilleur moment, mais est-ce qu'il pique vraiment? Ou est-ce que c'est une anomalie très haute?
Bah, pour le coup, j'ai toujours été un petit peu dur avec lui, mais là, pour le coup, il fait quand même un match excellent. Le dernier match face aux Patriots, il avait fait aussi un match peut-être pas aussi bon, mais très bon. Alors, c'est peut-être une équipe qui joue, on va dire, à réaction. On l'a vu, pas forcément à réaction, mais on l'a vu perdre contre des matchs peut-être où ils n'étaient pas motivés, contre des équipes où ils n'étaient pas motivés. Et là, pour le coup, c'était les Patriots. Il y avait eu cette histoire de la défaite à domicile où on avait vu les safeties qui avaient été agacés des questions des journalistes. On avait vu McDermott qui avait été agacé qu'on avait tous encensé Belichick. Et là, peut-être qu'ils se sont dit, on veut envoyer un message parce que c'est les Patriots. Et peut-être que c'est ce genre d'équipe-là qui joue à son maximum quand ils ont quelque chose, un défi en face d'eux. Ça tombe bien, ils ont les Chiefs la semaine prochaine qui les ont éliminés l'année dernière. Mais oui. Mais en tout cas, j'ai du mal à croire que d'une semaine sur l'autre, mais ils en sont capables, mais d'une semaine sur l'autre, ça d'un coup, ça descend, le niveau descend Là, ils font quand même un match où on peut se dire il va falloir être solide pour les battre. Hein. Ah bah ouais, et puis il y a tout quoi. C'est-à-dire que pour Josh Allen, il y a 9 cibles, il y a 9 cibles touchées, tight end en profondeur, même un lineman à un moment. Le jeu au sol est là, 174 yards à 6 yards par course. Donc bon voilà, il y a vraiment de tout. Et évidemment, ils ne joueront pas comme ça, ils ne mettront pas un touchdown sur chaque série offensive toutes les semaines. Mais je suis un peu d'accord avec ce que disait Raphaël, c'est que peut-être que c'est une équipe, ils étaient contents d'atteindre les playoffs il y a 2 ans, ils ont confirmé l'an dernier avec la finale de conf. Et puis finalement, ouais, ils avaient peut-être un peu de marge et ils attendaient peut-être ça parce que la 3e année, quand tu commences à y avoir pris goût, tu attends peut-être que ça. Après, oui, il y a un delta tellement énorme quand on repense à la fois où ils perdent contre les Jaguars, quand même, 9-6 en saison régulière. Donc voilà, qui était quand même, on peut se le dire, une anomalie. C'est ça. On a eu l'anomalie basse contre les Jaguars, on a eu l'anomalie haute là. Le niveau se situe plus près de l'anomalie haute, a priori. Mais voilà, là, c'est un modèle du genre. Le match, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre sur ce match, en l'occurrence, du côté des Bills. Ouais, en fait, je pense que le match se joue sur les 2 premiers drives où Josh Allen lance ce ballon où il est en train de le jeter, en fait, quasiment. Il l'a dit, il jette ce ballon, ça tombe dans les mains de Dawson Knox qui finit en touchdown. Et de l'autre côté, les Patriots ils font peut-être leur meilleur drive et puis ça finit sur une interception, un super jeu de Micah Hyde, je crois. Et là, à partir de là, et puis il n'y avait plus rien des deux, enfin, il y avait plus rien du côté des Patriots et tout réussissait du côté des Bills. Ça s'est joué là, à mon avis, le match. Alors, les Bills, d'ailleurs, ont été géniaux en attaque, très bien, mais il faut quand même pointer du fait que la défense des Patriots, qui était une des meilleures défenses de la Ligue à un moment cette année, a complètement explosé. Qu'est-ce qui a explosé à ce point ? Tout, un peu tout. Non, mais la défense contre la course a été décevante parce qu'ils défendaient quand même globalement mieux la course que ça. Là, sur le front 7, ils sont vraiment en difficulté. Je trouve un peu à l'image, par exemple, de leur jeune defensive tackle, Christian Barmore, qui était meilleur contre la course, qu'il a eu du mal. On n'a pas eu le Don't Tie Tower version playoff qui peut-être commence à faire son âge, mais pareil, le rideau de linebacker m'a souvent semblé dépassé. Et puis les cornerbacks, pas en réussite, mais en même temps, les Buffalo, c'est une des attaques aériennes les plus compliquées quand ça marche à défendre. Le nombre de cibles qu'il y a, il y a quand même Sanders, Diggs, Dawson Knox, Gabriel Davis, tu as quand même 4-5 receveurs à prendre. Ils ont manqué, ils n'ont pas réussi à mettre vraiment la pression sur Josh Allen. C'est surtout ça, je pense. Je pense que le pass rush, c'était un gros point d'amélioration entre l'année dernière et cette année. Judon était arrivé en début de saison. Il avait fait énormément de bien. Il a complètement piqué du nez dans cette fin de saison, notamment avec un petit peu de blessure aussi. Il est quasiment invisible sur ce match-là. Et derrière, comme tu le dis, ils ne sont pas assez bons ou en tout cas, l'équipe d'en face est trop forte pour pouvoir gérer son pass rush. Donc ça, c'est un énorme problème. Et puis après, il y a eu des choses qui sont vraiment atypiques pour une équipe de Belichick. Il y a eu la défense, j'ai eu l'impression qu'elle était vraiment pas agressive. Tous les 50-50 tombaient en faveur de Buffalo. Dès qu'il fallait gagner un yard, il était du côté de Buffalo plutôt que du côté des Patriots. Il y a eu des pénalité qui sont inquiétantes. Enfin, il y a un moment, il y a 12 hommes dans le huddle du côté des Patriots. Je ne sais pas si je leur ai vu une comme ça dans toute la saison. Il fallait que ça tombe là. Vraiment, il n'y avait rien qui allait pour les Patriots. C'est vraiment un match. J'ai souffert, messieurs, je vous le dis.
Et dans ces conditions-là, c'est dur d'en vouloir à l'attaque. On savait que Mac Jones n'irait pas chercher un match de playoff tout seul, surtout face à une des meilleures défenses de la ligue. Donc, il est intercepté 2 fois, mais il n'est pas aidé par ses receveurs qui relâchent des ballons. Il n'est pas bien entouré. Il a une défense énorme en face. J'ai du mal à le jeter sous le bus, comme on dit. Oui, clairement. Oui, non, vous avez raison là-dessus. C'est vrai qu'il manque un peu d'aide et je trouve même qu'il n'est pas que sur ce match. Et quelquefois cette saison, il n'a pas été aidé par son coaching staff qui a peut-être mis trop le frein. Je trouve qu'ils ont manqué un peu de bah vas-y mon grand, on te met la balle entre les mains et essaye, et c'est pas grave, on va se planter, mais essaye des choses. Je pense à 2-3 drives là sur ce match où ils ont des petites quatrièmes à aller jouer, ils y vont pas alors qu'ils sont déjà menés 14-0 ou 21-0, enfin tu vois, t'as envie de dire maintenant que le match est quasiment perdu à 21-0, laisse ton rookie lâche les chevaux, laisse ton rookie passer dans tous les sens et ça va l'aider à progresser. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu sur la retenue avec Mac Jones une bonne partie du match et de la saison. Bon. Pour l'axe, pour le printemps des Patriots, trouver un receveur numéro 1, ça me paraît pas mal, non? Ouais, même si la défense, il va y avoir du chantier en défense. Pour moi, l'analogie, elle est relativement simple. Alors oui, cette équipe-là, il y a Belichick et tout ça, mais on a toujours tendance à dire que quand un quarterback arrive, c'est le début d'une ère. Pour moi, c'est les Bills d'il y a 3 ans, quand Josh Allen arrive, qui vont en playoff, qui perdent contre Houston et que Josh Allen est pas très bon notamment. Et par rapport à une équipe des Bills qui, ça fait 3 ans qu'ils sont dans leur schéma, qui construisent, qui avancent. Pour moi, elle est là la différence. Donc oui, peut-être un receveur numéro 1, ça se trouve pas facilement. Ils savent pas les drafter. Alors est-ce que c'est une bonne idée d'allouer et j'allais te dire, ils ont fait quoi les Bills après? Ils ont fait venir Stephon Diggs. Ouais, ils l'ont pas drafté, il faut aller le chercher peut-être. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils aillent le chercher parce que vu les drafts receveurs ces derniers temps chez eux, je suis pas sûr qu'ils aient les meilleurs scouts là-dessus. Donc, pour faire passer un palier à Josh Allen, ils avaient pris Stephon Diggs, donc on a une bonne piste. Chiefs 42, Steelers 21, pas vraiment de suspense là non plus. Les Chiefs ont mis un peu plus d'un carton à démarrer quand même. Ils se sont retrouvés menés 7-0 après un fumble retourné pour un touchdown. Ensuite, ils ont déroulé 6 touchdowns sur 6 possessions à la suite. Les Steelers ne pouvaient absolument pas suivre. Là, on était dans le scénario attendu, hein, Raphaël. Il y a eu 0 surprise, quoi. Ouais, enfin, allez, si, peut-être que la petite surprise, c'est que Kansas City mette un carton à démarrer. Mais voilà. c'est un concentré de leur saison quasiment d'ailleurs. C'est vrai, c'est quasiment un concentré de la saison. C'était peut-être la petite surprise, mais après, effectivement, on avait dit, on avait misé sur le fait que Kansas City allait commencer à dérouler en attaque et qu'à partir de là, les Steelers n'allaient pas pouvoir suivre. Big Ben, c'était vivement que ça s'arrête, quoi, parce que là, le dernier match, c'était dur, les lancers, pas précis, trop bas, trop à gauche, trop à droite. Enfin bon, bref, rien n'allait, pas de puissance dans le bras. Donc, non, c'était franchement, ouais, pour le coup, je m'attendais vraiment à ça comme match. Enfin, Lucas, tu ne trouves pas que ça ressemble un peu à leur saison? C'est-à-dire que ça force un peu au début, et puis au bout d'un moment, ils réalisent qu'ils ont tellement d'armes qu'ils peuvent jouer simple, faire ce qu'ils veulent, et puis ça déroule. Et j'ai même envie de te dire que ça ressemble à tous leurs matchs de play-off. J'ai l'impression qu'ils ont gagné un Super Bowl comme ça. Ils ont gagné un Super Bowl à chaque fois, ce match contre Houston, à chaque fois, ça part doucement. Et puis, ils sont tellement faciles quand ça se met en route, quand ça réussit à se mettre en route, comme tu l'as dit, ça a été le cas cette saison. Et ensuite, ça déroule, ils marquent des touchdowns de partout. Mahomes est incroyable. La défense n'a même plus vraiment besoin de faire. Bon, surtout que là, c'était les Steelers, comme l'a dit Raph. Donc ouais, c'est vrai que allez, la petite surprise, c'est qu'il y avait 7-0 quand même pour les Steelers, mais après c'était trop compliqué. Moi, je suis rassuré par la diversité aussi, parce qu'il y a 404 yards et 5 touchdowns pour Mahomes, mais il y a 5 marqueurs de touchdowns différents, il y a une passe de touchdown pour Travis Kelce, il y a 106 yards au sol. McKinnon assez intéressant, qui a 6 yards par portée, qui se montre à la réception. Donc, je te rejoins, le côté diversité, il est vraiment intéressant parce que on avait vu qu'un des défauts de Kansas City, on en avait parlé, c'était le fait que quand Tyreek Hill et Kelce sont dans le dur, qui émerge pour aider Mahomes? Et là, pour le coup, tout le monde y est passé. Donc ça nous annonce un match avec autant de cibles, autant d'armes offensives à Kansas City et à Buffalo. On va finir avec un 9-6. On sent que tout le monde est ambiancé par ce match, mais il y a vraiment 4 beaux matchs. Encore une fois, pour avoir commencé à préparer déjà les fiches pour la preview, il y a vraiment des trucs sympas à se mettre sous la dent. Est-ce que la défense, Lucas y a fait allusion, est-ce qu'on peut tirer un truc de ce match en défense pour Kansas City? Les Steelers sont à 39 yards au moment où Kansas City mène 35-7. Ouais, c'est un peu le problème. C'est que du coup, pour moi, c'est pareil que pour Tampa Bay.
je suis pas bien certain qu'en défense, on puisse tirer beaucoup de conclusions pour cette équipe, tant l'adversité. À la limite, si la bonne surprise, c'est qu'ils ont bien bloqué Najee Harris, qui est en forme en fin de saison. Ça pouvait être un peu un des problèmes. Kansas City avait eu du mal contre la course cette saison. Najee Harris arrivait en forme. Bon, ça aurait pu poser problème, mais ils l'ont globalement bien bloqué. Donc ça, c'est la bonne nouvelle peut-être. Ouais, si, allez. Instant hommage pour terminer. Qu'est-ce que vous retenez de Big Ben qui n'a pas dit officiellement j'arrête. Hein. Non, il a juste pleuré lors de son dernier match à domicile, mais peut-être pas. Mais bon. Non, mais bon. Faut être réaliste là. J'espère. Bon, qu'est-ce que vous retiendrez de Ben Roethlisberger? Un petit souvenir. Autre que, je suis désolé, moi, le premier truc que j'ai pensé, c'était les accusations de Sportivement, qu'est-ce on va que peut-être dire sa page de touchdown lors du Super Bowl, enfin d'un des Super Bowls gagnés. Forcément, c'est peut-être ça qui nous revient principalement. Ouais, pareil. Drive d'anthologie. Clairement. Tout le drive d'ailleurs. Hein, tout le drive, ouais. Il finit troisième, je crois, quarterback de l'histoire en termes de drive gagnant en quatrième et en prolongation. Ça classe un homme sportivement. Ouais, mais j'ai toujours cette stat-là m'embête toujours un peu parce que s'il fait bien le taf avant, il n'a pas à faire de comeback dans le quatrième. Tu vois, je suis toujours un peu. Il y a la défense aussi qui joue, même s'il a souvent. Mais en fait, c'est pour ça il y a tellement de choses qui peuvent jouer que je suis toujours un peu embêté. Genre, est-ce qu'on va reprocher à d'autres quarterbacks d'avoir dominé tellement les 3 premiers quarts-temps qu'ils n'ont pas l'occasion? Enfin, tu vois, c'est un peu. Bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat pour une émission. Un petit mot d'ailleurs, je faisais l'hommage, mais la vie continue quand même à Pittsburgh. Donc, un petit axe pour les Steelers pour l'intersaison. Quarterback, il faut en trouver parce que vous croyez pas en Mason Rudolph? Ouais, voilà, Mason Rudolph. Même son nom, j'étais en train de le chercher, il m'avait échappé. Clairement, on l'a vu. Et puis pour le coup, il y a beaucoup de quarterbacks remplaçants qu'on n'a pas l'occasion de voir assez souvent. Et donc, du coup, on ne sait pas trop. Lui, je pense qu'on l'a vu. Oui, voilà. je pense que ça devrait le faire. Moi, je suis Pittsburgh. J'envoie un premier tour ou deux à Seattle. Hein. Oui. Ouais. Franchement. Après, sinon, si leur truc, c'est vraiment d'être mené par un mec accusé d'agression sexuelle, il y a un type à Houston qui est disponible. Non, mais pour avoir une certaine continuité. Non je te laisse avec tes propos perso. Je me rappelle même plus comment ça s'était déroulé pour Roethlisberger, c'est tellement vieux. Bref, news. Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York. Parce qu'il y a un peu de news quand même depuis la dernière émission. Bon, on va pas épiloguer 10 ans là-dessus, mais il y a 2 coachs qui ont été virés depuis l'émission de jeudi. Joe Judge a été viré, je crois, quelques heures après qu'on ait dit qu'il n'allait pas être viré. C'était avec toi, Lucas, la preview jeudi? Oui. Voilà, donc on avait dit, oh là là, ils sont fous, ils l'ont pas viré. Bon, Joe Judge est viré. Voilà, ça c'est une info. Bon, voilà. Et puis, on avait dit qu'on était très surpris qu'il ne soit pas viré. Bon, au moins c'est, je pense, la bonne décision. C'est le proprio des Giants qui a dit j'avais l'impression qu'on n'était pas ridicule, mais au final... Ah non, à chaque fois que j'avais l'impression qu'on avait touché le fond, en fait, ça empirait. Voilà. Donc, bon, visiblement, il a fini par réaliser. Donc, les Giants cherchent un nouveau coach. Autre licenciement, surprise, il y a vraiment à contre-temps, quoi. David Culley, donc des Texans, a finalement pris la porte. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, à part dire que c'est politique, quoi, parce que là, je ne vois pas sur le sportif. Ouais, c'est de l'organisation. Culley, quand ils sont engagés, c'était pour 2 ou 3 ans, mais est-ce qu'on lui avait déjà pas fait comprendre qu'il serait qu'un coach intérimaire? Tu vois, moi, je m'interroge un peu sur... C'est quand même un intérimaire signé pour 5 ans et qui va prendre 22 millions sur une année, du coup. Ouais, parce qu'après, peut-être qu'il a accepté que pour cette raison-là, tu vois. Il a dit, d'accord, j'accepte que vous me virez dans un an, mais vous allez passer derrière, vous passerez derrière, tu vois. En fait, le timing est tellement étonnant que je me dis qu'il y avait sans doute des infos qu'on n'avait pas forcément sur... Mais en fait, tu sais quoi, au final, on devrait mettre un salary cap pour les coachs. Tu sais qu'au bout d'un moment, quand tu en as viré et qu'ils sont bloqués dans le cap, à la fin, tu te retrouves à embaucher John Smith, coordinateur des poussins de Chippewa Lanes en Iowa, parce que tu es obligé de prendre un mec au SMIC, tu vois, genre, parce que tu n'as plus de salary cap, ce serait trop bien. Bref, mais oui, je sais pas, il y a un truc bizarre en effet qui s'est passé en coulisses, mais c'est les Texans, donc il y a toujours des trucs bizarres qui se passent en coulisses. Sur les Texans, quand même, il y a quelques insiders qui disaient que l'an dernier, personne ne voulait du boulot. Bignemi n'y était pas allé finalement, personne n'en voulait. Est-ce que Culley n'a pas accepté en disant « Ok, moi, au mieux, je me montre, ça se passe bien, je me montre un peu, et au pire, de toute façon, on est tellement mauvais que personne ne me reprochera rien ».
Je sais pas. Et Caserio est tellement bizarre, Nick Caserio, que bon. Caserio et Easterby, c'est la Patriots Connection à l'ancienne. Lucas, théorie du complot. Ils virent Cullet parce qu'ils ont vu que Flores s'est fait virer. Ils veulent récupérer Flores parce qu'apparemment, lui et Watson s'adorent. Ouais, peut-être. Mais en effet, de toute façon, ils vont aller chercher dans les Patriots ou anciens Patriots. Je crois qu'ils voulaient interviewer Jérôme Maillot, je crois, ou c'est peut-être les. Oui, c'est c'est un des candidats aussi, ouais. Donc, de toute façon, ils vont aller chercher là-bas. Donc, peut-être maintenant, si je suis Brian Flores, j'ai un petit peu de crédit avec ce que je viens de faire à Miami. Je suis pas sûr d'aller à Houston quand même. Oui, bah ouais. Puis c'est étonnant cette histoire d'être proche de Deshaun Watson, de discuter pour lier leur destin, etc. Il est ambitieux, Brian Flores, parce que c'est pas tout à fait le pari le plus sûr du moment. Mais bon. En tout cas, voilà, David Cullet viré et donc le poste des Texans est libre. Bon courage à celui qui va y aller. L'avant-dernier top flop de l'histoire du podcast Touchdown Actu, car je dois l'annoncer que cette rubrique a été officiellement mise à mort en conférence de rédaction pendant la journée. C'était dans les news, ça, tu aurais dû mettre dans les news. Ouais, grave. Ça valait la petite alerte. On donne des coulisses. On travaille déjà aux formules des émissions de l'an prochain, à ce qu'on pourrait faire, développer. On commence à y réfléchir. Et donc, Raphaël a dit, moi, j'en peux plus de faire ça. Foutez-moi la paix avec votre top et au flop. Ça vous fait 10 ans que je fais ça, j'en peux plus. Avant de créer, on détruit un peu d'abord. Exactement. C'est quoi? C'est la théorie de la destruction créatrice, non? Il y a un truc en économie comme ça. Oui, c'est ça. Schumpeter, non? C'est pas exactement. Ça peut-être, oui, en effet. Voilà. Bon, en tout cas, on en est en plus à ce que Raphaël cite des théories capitalistes pour... Ah, mais c'était les vieux capitalistes, ils n'étaient pas si méchants. Moins que les libéraux d'aujourd'hui. Ça marche. Donc, les tops et les flops. Donc, encore une fois, on vous le dit, on cherche des nouvelles formules. On cherche ce qu'on peut améliorer, redynamiser, ce qui est peut-être pas forcément le plus dynamique. Bon, en tout cas, les tops et les flops cette semaine. Raphaël. Je commence par lequel, du coup? Le top. Le top, très bien. Vous voyez, ça fait 10 ans et il me demande encore si on commence par le top ou le flop. Mais honnêtement, j'ai l'impression que toutes les semaines, ça change. Parce que moi aussi, je n'arrive pas à savoir. Non, on commence toujours par le top. Vous pouvez réécouter toutes les émissions depuis 10 ans. Je pense, Lucas, qu'on confond avec notre autre émission où on fait l'inverse. On commence par les flops pour finir par le positif. Ah, peut-être. Bref, passons. OK. Et ben, le top, les Bills, forcément, après cette prestation. Et surtout que c'était. Alors, je ne vais pas dire qu'on s'attendait en début de saison à ce qu'ils jouent tous les matchs à ce niveau-là. Non, n'exagérons pas. Mais en tout cas, avec la qualité qu'il y a dans cet effectif des deux côtés du terrain, c'était un peu ça qu'on voulait voir cette saison et on l'a enfin vu. Alors, j'espère que c'est parce qu'en fait, ils avaient prévu d'arriver en forme au playoff et qu'avant, ne comptait pas vraiment parce que ça nous promet de belles choses pour la suite. Lucas. Et ben moi, du coup, ce sera les Bengals. Pas forcément sportivement. On l'a dit, ils font pas un match incroyable, mais c'est un peu la feel-good story de cette année, un peu à l'image des Browns de l'année dernière. Ils se qualifient en play-off. Ils gagnent pour la première fois depuis 31 ans. Le stade à domicile a été incroyable. On l'a pas dit, mais ça a beaucoup perturbé Derek Carr avec pas mal de bruit. Voilà, c'était le bon moment. Ils vont aller en divisional round. Pourquoi pas tenter quelque chose de plus. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. C'était la belle histoire. Eh bien, moi, c'est bien, on n'a pas les mêmes. Je vais être sur K-Makers, que j'ai trouvé excellent et qui pourrait être très important pour une éventuelle surprise, teasing de l'émission de jeudi. Le flop, Raphaël. Kingsbury, l'entraîneur des Cardinals, j'avais placé beaucoup d'espoir en lui, en eux. Je m'étais avancé, ils m'ont même fait perdre des points sur les pronos. Voilà, je ne pouvais faire autrement. Merci à eux. Parce que là, on en reparlera dans l'émission de jeudi aussi, mais suspense au sommet dans les pronostics sur les 3 dernières semaines. Lucas. Je vois pas de quoi vous parlez. Moi, ce sera du coup les Cowboys. J'avais placé aucun espoir en Mike McCarthy et il a encore une fois été incroyablement dans sa lignée, quoi. Voilà, ça me permet de taper dessus une dernière fois. Vous avez compris que c'est pas forcément le coach que je préfère dans la ligue. On le verra plus cette année au moins. Voilà, un petit big up à lui. Du coup, tu me fais penser à cette scène de Malcolm où il y a le petit frère Dewey qui fête son anniversaire et c'est tout pourri. Et il dit je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ben voilà, c'est exactement ça. Mais alors, tu vois, c'était pas mon flop, mais moi, les Cowboys, parce que j'avais essayé de teaser quelque chose dans les podcasts et que même moi, je m'étais mis un peu à imaginer un truc et qu'en effet, j'aurais pas dû. On est tout le temps déçu par Dallas. Mon flop, Raphaël parlait de capitalisme. Écoute, c'est un très bon écho.
parce que tu parlais de la destruction créatrice de Joseph Schumpeter, qui désigne le processus continuellement à l'œuvre dans les économies et qui voit se produire de façon simultanée la disparition de secteurs d'activité économique conjointement à la création de nouvelles activités économiques. Tout ça de tête. De tête, évidemment, je ne lis pas Wikipédia. Alors, pas de rapport avec Schumpeter, mais tout simplement la cupidité du monde, mes amis. Quelle déprime, symbolisée par ces têtes de série numéro 7. Steelers, Eagles, venus se faire corriger pour que la NFL encaisse de la thune supplémentaire. Alors, juste, ce qui les sauve, c'est que tous les perdants ont été tellement mauvais qu'au final, ils ont été noyés dans la masse des mauvais. C'est ce qui les sauve. Hein. C'est vrai. Donc, mais voilà. Oui. Un match supplémentaire, des droits télé supplémentaires, de la billetterie supplémentaire, tout ce que vous voulez. Je sais qu'un jour, il y a une tête de série numéro 7 qui va gagner et qu'ensuite, pendant 10 ans, on me dira « Oui, mais tu te rappelles le jour où la tête de série numéro 7 a gagné ?» Mais franchement, on n'a pas besoin d'une équipe supplémentaire en play-off. On n'avait pas besoin d'une équipe supplémentaire en play-off. On n'en aura pas besoin quand ils rajouteront la 8e d'ici 5 ans. On n'avait pas besoin du match supplémentaire en saison régulière. Mais voilà, il faut faire du monnaie. Donc, moi, c'est mon flop. C'est que, ouais, on avait déjà des fois pas besoin de la tête de série numéro 6 certaines années. Là, la 7, on n'en avait vraiment clairement pas besoin. Là, je veux dire, je pense que de toute façon, les Steelers auraient dû être éliminés sur la passe de Roethlisberger en dernière semaine qui leur fait gagner la prolongation. Vous savez, celle qui plante comme ça au sol, mais que je pense que là, on savait déjà qu'il y avait un truc qui se jouerait. Après, si c'est les Chargers qui passent en 7e, après, il y a des si, mais c'est une belle équipe de 7e. Mais bon, je suis assez d'accord avec toi. Ça fait 2 ans et pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Non, c'est un effet. Du coup, quitte à faire de l'argent, donnons la 7e place sur le vote du public, tu vois, des fans par réseaux sociaux. Allons-y, quoi, au moins. À la limite, non, mais tu sais quoi, si tu veux, tu fais en parallèle des playoffs un tournoi avec les plus nuls pour le premier choix de la draft. Oui, mais tu fais quoi? Tu donnes le premier choix au gagnant? Donc ça sera le meilleur des plus nuls. Ouais, c'est le meilleur des plus nuls. Non, le principe, c'est que le plus nul... que les mecs les plus nuls continuent à être mauvais même dans les premiers choix. Alors attendez, excusez-moi, là on parle pas de logique, on parle de faire du pognon, j'ai dit. Oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai. Ah bah oui, attention. Donc là, moi, on me fait un tournoi avec les 4 derniers, par exemple. Ça rajoute 2 demi-finales, une finale. Voilà, ça rajoute 3 matchs au lieu de 2. Et puis voilà. Et bon, après, faut trouver des mecs qui vont avoir envie de s'envoyer des Bengals, force de l'habitude, des Jets Jaguars et des Giants Jaguars en fin d'année. Ouais, c'est ça. T'imagines là, actuellement un petit Jaguars Giants. Est-ce que tu as vraiment envie de ça au mois de février? Après, tu as vraiment envie de partir là-dedans? Ouais, j'avoue, c'est une idée à la con. Tu vois toute la saison des équipes qui tankent et puis quand arrivent les demi-finales, elles sont incroyables et elles font tout pour gagner. Ça fait des matchs incroyables juste pour le premier choix. C'est clair. Bon, c'est comme ça que se termine avec cette très mauvaise idée l'épisode numéro 477 du podcast Touchdown Actu. L'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi maillot NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. On vous remercie de nous écouter. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Seb, Maël, Romanitou62, Olivier, Stéphane, Tom Sai, Cyril et Krolos. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier. Merci à Sébastien qui gère les réseaux sociaux maintenant d'ailleurs sur le site et qui fait ça bien mieux que moi. Raphaël _TDA pour Raphaël, Elvola pour Lucas, Mattei pour moi-même sur Twitter. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Toujours un plaisir. J'en profite pour ma petite auto-promo personnelle. Occupation au pluriel. Cherchez dans vos répertoires de podcasts ou sur le site. C'est un nouveau podcast TDA Média. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. Merci encore, messieurs. On se retrouve jeudi. Ce sera avec Victor pour la preview du Divisional Round, des demi-finales de conférence. On peut dire ça comme ça en français. Ne ratez pas l'émission parce que franchement, 4 matchs exceptionnels. Il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ces rencontres et ça va être le feu. Ces matchs. Voilà, maintenant je parle comme un jeune. Voilà. C'est parti pour le générique. Je cherchais ça. À jeudi pour la preview. C'est sur tdactu.com pour l'actu. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDActu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDActu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.